Rappelons la structure du traité, la docte-ignorance. 3 livres. Un premier livre consacré à l'introduction du thème de l'unité comme maximum et à l'aide des mathématiques comme ce qui permet de passer du fini à l'infini. Ce premier livre se structure, on pourrait dire, en 3 parties, le premier livre. La première partie qui soulève la question de la connaissance de la vérité et de la définition de la vérité comme précision absolue, recherchée comme telle, dans un monde où tout est inégal, différent, disproportionné, si vous voulez, où tout est distinct de tout, et où la recherche de la vérité donc doit reposer sur le fait qu'il faut intégrer cette idée que ce qui est tel, la vérité est telle que ce que l'on saisit peut être toujours saisi de manière plus précise. Et l'exemple donné est l'exemple du polygone dans le cercle, qui symbolise cet infini potentiel, à savoir cette division à l'infini de tout ce qui se sépare de tout. Tout se sépare de tout, et ce qui est donc une difficulté pour saisir cette vérité comme précision, puisque nous sommes dans le monde de l'imprécision, de l'inégalité. Et la question est de savoir comment nous pouvons atteindre cette vérité comme précision absolue. Et c'est à partir de cette idée du maximum comme ce qui est conçu de telle manière qu'on ne peut rien, qui se définit comme ce qu'on ne peut rien concevoir de plus grand. Voilà. Le maximum, donc, se distingue de ce monde de l'inégalité, des différences, de tout ce qui est toujours inégal, où il n'y a aucune précision possible, parce que tout est de telle manière que cela peut être plus grand ou plus petit. Nous sommes dans le monde du plus ou moins grand, du plus ou moins grand. Notez l'importance ici de la quantité, la grandeur. C'est une approche déjà d'un scientifique qui va définir la réalité à partir de l'étendue, cette étendue que Descartes va définir comme étant un a priori. Voilà, c'est comme l'étendue, c'est une substance. La substance étendue, c'est ce qui est quantifiable, mais ce qui n'est pas donné dans la réalité pour Descartes. Vous savez, pour Descartes, la cire, vous vous souvenez de ce morceau de cire dont on enlève les déterminations, dont on supprime toutes les déterminations, les qualités, les accidents, la blancheur, la masse, etc. Et on reste avec ce qui est l'étendue, c'est-à-dire une substance qui se suffit à elle-même en tant que substance, c'est-à-dire en tant qu'étendue, mais qui ne correspond pas à la réalité empirique. Ce n'est pas une réalité empirique, c'est du quantifiable, c'est du mesurable. Et vous voyez déjà comment se prépare le recours aux mathématiques qui vont se présenter comme une science modèle, pour Cuse et pour Descartes à sa suite, comme ce qui est le modèle d'une science certaine et précise. Parce que la science, c'est la possession d'une vérité précise. Donc la mesure précise consiste donc à
mesurer justement ce plus ou moins, en fonction de ce plus ou moins. Là, voilà, la mesure, n'est-ce pas, dépend de ce plus ou moins. Il y a mesure parce qu'il y a un plus ou moins grand, hein, et ce qui renvoie donc à cette idée donc, que si on veut rechercher la vérité, donc la vérité, il faut la rechercher comme étant la précision absolue, mais que cette précision absolue est inaccessible dans le monde empirique. Ouais. Donc déjà, je me détache de ce monde empirique qui ne sera pas le commencement vraiment, disons, la sensation justement ne permettra pas de collaborer à la connaissance du monde, de la réalité des choses. Ouais. C'est ça ce qui est intéressant. Ouais. Parce que la sensation me renvoie à une chose en soi dont la quiddité, dont l'essence est inaccessible en tant qu'elle se ramène à une définition de ce qui est précis. L'essence, c'est l'essence d'une chose, mais à partir du moment où justement cette chose m'échappe parce qu'elle se divise sans cesse sous mes yeux, comment je puis faire de la sensation le commencement, comment plutôt que le commencement, l'intégration de la sensation dans la cognitivité d'une chose. Comment la sensation peut participer à la connaissance. Voilà. Non, la sensation ne participe en rien à l'acte de connaître, hein, car la sensation me renvoie à quelque chose qui est à l'extérieur, inaccessible en tant que indéfinissable, ouais, que je ne peux pas appréhender, et tout cela vous rappelle, si vous l'avez étudié, ou comme vous l'étudierez, la chose en soi de Kant. Ouais. La chose en soi de Kant, elle est offerte au sens, mais la connaissance s'arrête là. Je veux dire, il n'y a pas de connaissance, la sensation me renvoie à une chose en soi qui sera inconnaissable. Pourquoi? Parce que l'acte de connaître est un acte a priori. La connaissance est a priori. La connaissance est a priori, conformément au modèle mathématique qui est l'exemple du savoir certain, mathématiques pour lesquelles les objets mathématiques sont les objets géométriques, les figures géométriques. Hein. Qu'est-ce qu'un objet mathématique? C'est la figure géométrique et le point, le nombre. Ouais. La figure géométrique et le nombre ne sont pas des réalités empiriques. En effet, on l'a vu, le cercle parfait n'existe pas dans la nature sensible. On l'a vu, vous vous souvenez, la croûte terrestre, n'est-ce pas, est inégale, il n'y a pas de cercle parfait, il y a le sommet de l'Everest et les abysses de l'océan, qui fait que, n'est-ce pas, je n'aurai jamais un cercle parfait. Le vrai cercle parfait, c'est une construction de l'esprit qui permet de définir ce qu'est un cercle à partir d'un centre et de l'égalité de tous les rayons, etc. Enfin, une définition qui est donc une définition donnée a priori, qui n'a pas son origine dans la réalité sensible. Donc, les figures géométriques sont des constructions de l'esprit. Ce qui veut dire que la connaissance va dépendre de l'esprit, c'est-à-dire de la mens, L'esprit, c'est la mens. Voyez. Et puis, Nicolas de Cuse va jouer sur les mots en latin en disant que la mens est mensurans. Elle est mesurante. L'esprit, c'est la mesure. L'esprit, c'est donc la mesure des choses. L'esprit, c'est la mesure des choses, ce qui renverse l'aristotélisme pour lequel ce sont les choses qui sont la mesure de l'esprit. Pourquoi? Parce que l'aristotélisme intègre l'essence comme ce qui me permet d'accéder à la réalité et comme ce qui participe à la connaissance de ce qui est donné dans la réalité. Car la substance est composée de forme et de matière. La matière, c'est ce qui individualise, si vous voulez, la substance, l'étant, qui est composée de forme et de matière, pas de matière sans forme, pas de forme sans matière. Ce qui fait l'intelligibilité de la substance pour Aristote, c'est
la forme qui est inhérente à la substance. Et la substance, attention, c'est la substance donnée dans la chose sensible, empirique, empiriquement donnée, saisissable empiriquement. Et comme justement la forme et la matière, c'est la conception illémorphique, sont toujours données ensemble et constituent la substance et sont constitutives de la substance, on ne peut pas concevoir la forme sans la matière, ni la matière sans la forme. Or, et donc là, il y a un empirisme au départ, n'est-ce pas, une intégration de la sensation dans l'acte de connaître. La sensation me révèle une réalité, n'est-ce pas, qui est donnée et qui est intelligible en elle-même, et par elle-même parce qu'elle a une forme. Donc la forme, ce n'est pas l'idée l'aidos platonicien, indépendant de la réalité de la matière. Pourquoi? Parce que la matière, pour Platon, est une négation de la forme. C'est une négation. Aristote dira non, c'est une privation. Donc il s'est trompé. Il s'est trompé, Platon. Bon, donc je dis cela pourquoi? Parce que la tradition platonicienne et néoplatonicienne qui va passer dans la modernité neutralise l'essence, la sensation. La sensation est coupée de l'intellection. La sensation et l'intellection sont séparées. Elle ne fait pas partie de la connaissance. On ne peut pas. La sensation, l'essence. C'est pourquoi je doute d'essence. Descartes va douter d'essence. Le doute, c'est s'enfermer dans le sujet, quoi. Jusqu'à ce que le sujet se révèle à lui-même comme un sujet transcendantal, c'est-à-dire a priori qui est toute la réalité. Le sujet, c'est toute la réalité. Le je pense, le cogito, c'est toute la réalité. La réalité, ce n'est pas la chose donnée à l'extérieur, offerte au sens. Et d'ailleurs, Descartes va se trouver devant un problème, c'est qu'après avoir prouvé que le cogito est vraiment le sujet transcendantal qui est l'être, la réalité elle-même, l'être. Pour lui, l'être et la pensée, c'est la même chose déjà. Eh bien, il va se trouver dans l'obligation de démontrer qu'il existe une chose à l'extérieur. À partir du moment où la chose extérieure ne m'est pas donnée, l'essence, je n'y crois plus, je ne crois pas aux sens, aux sensations. Donc je fais abstraction de la sensation pour me permettre d'accéder aux choses, et je reste avec un sujet transcendantal, le cogito, a priori, et qui est la seule réalité à laquelle j'accède. Mais maintenant, il faudra que... Qu'est-ce que je vais faire de la réalité extérieure? Je prouve qu'il existe quelque chose d'extérieur à la... Oui, c'est le but de la 5e et 6e méditation métaphysique. Bon, je dis ça pourquoi? Parce que, voyez-vous, en prenant les mathématiques comme modèle du savoir certain, je pars des figures géométriques et des nombres qui sont des abstractions, qui sont des constructions de l'esprit, et qui ne sont pas données donc par l'essence. Ça, c'est très important. C'est très important. Et donc la forme qui est source d'intelligibilité, quand elle est inhérente à la substance, parce qu'elle est constitutive de la substance, comme dans la conception aristotélicienne, l'intelligibilité, il faut que j'aille la chercher ailleurs. Qu'est-ce qui est la source d'intelligibilité? C'est la forme. Mais si cette forme n'est pas inhérente à la substance, à des temps, il faudra que j'aille chercher la source de cette intelligibilité dans le sujet, qui est la source de toute intelligibilité. Bon, alors... c'est pourquoi, vous voyez, que Nicolas de Cluse est le véritable fondateur de la pensée moderne, parce que c'est lui qui va fonder la connaissance sur a priori. Ouais. Alors, et en sachant encore une fois que historiquement, vous le savez, il faut remonter à Duns Scott. Mais bon, là, je ne vais pas vous compliquer la vie. Alors, donc, si tout est plus ou moins dans ce monde, vous voyez, qui s'offre à nous, tout est plus ou moins égal, tout est différent, puisque une chose, quand je la vois, je ne peux pas la concevoir sans penser qu'une chose plus grande, qu'elle peut être plus précise et plus grande. Retenez bien ça. Je ne peux pas saisir une chose telle que je pourrais la saisir de manière plus précise.
plus ou moins, ouais, je la saisis toujours d'une plus ou moins grande, plus ou moins grande. À partir de là, ouais, on passe dans la deuxième partie, si on veut, du premier livre. Il va dire, ah ben attention, il y a un maximum. Ouais. Et ce maximum, précisément, c'est ce qu'on ne peut pas concevoir de plus grand. De plus grand, ouais, puisque vous voyez la différence. Ce qui est donné dans le monde de l'inégalité est toujours donné de telle manière qu'on peut concevoir ce que l'on saisit comme étant plus grand, toujours plus grand. D'accord? Vous saisissez ça? Hein, toujours plus grand. Puisque, voilà, je peux toujours, ça toujours être plus grand. Voilà, je peux ajouter un nombre. Ouais, je peux ajouter un nombre. Je peux ajouter n plus 1 ouais, à l'infini. Et cet infini est potentiel. Ouais. C'est-à-dire que ce monde, du plus ou moins, voyez, c'est un monde finalement de la division. Ouais, c'est un monde de la division, en ce sens que cette division, c'est aussi une multiplication. C'est une division, c'est une multiplication, puisque alors donc ici, voyez-vous, petite parenthèse sur la physique moderne. Voyez, alors donc il y a un très bon vulgarisateur, il y a un savant aussi, physicien, là, vous avez entendu parler, vous avez écouté ces émissions, Klein. Vous connaissez pas Klein, K-L-E-I-N? Bon, il est intéressant, c'est un bon physicien, mais un très mauvais métaphysicien, évidemment. C'est normal. Attends, il se prend au piège de sa propre, vous voyez, conception nécessairement. Il se prend nécessairement au piège de la quantification. Voyez. Pourquoi? Parce que la physis, hein, la nature, c'est-à-dire ce qui est donné, le monde concret, le monde réel, enfin, le monde qui s'offre au sens, le monde qui est là, qui s'étale devant moi. Donc, ce monde de la division, voyez, je vais fouiller dans la réalité, tiens, je prends une réalité, là, et puis je fouille dans l'infiniment petit, quoi, et je m'aperçois que les particules élémentaires, là où je peux aller le plus loin possible, grâce d'ailleurs à un calcul sophistiqué, un calcul mathématique très sophistiqué, parce que c'est grâce au calcul que je peux déterminer qu'il y a une particule encore plus petite, c'est parce qu'elle est mesurable. Elle est mesurable que je peux arriver jusqu'au quark, ou jusqu'au boson, là, le boson de je sais plus qui, de X, voilà, merci. C'est grâce au calcul que j'arrive jusqu'au boson de X. Mais si je pouvais encore, avec un calcul plus sophistiqué, arriver plus loin dans la mesure de l'infiniment petit, je trouverais à l'intérieur du boson encore un boson plus petit. Enfin, bref. Mais, qu'est-ce que cela veut dire? Et alors ici, il dit ceci. Mais seulement, voilà, il ajoute ceci. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est l'énergie qui est le dernier mot du physicien. Et que le physicien est obligé de devenir mythogène, plutôt, mythogène. Excusez-moi, mythogène, c'est-à-dire il invente pour la plus grande humiliation du savant, le savant à un certain moment, voyez-vous, doit inventer des mythes. Quoi, et en particulier, ce mythe doit consister à expliquer ce qu'est cette énergie. Cette énergie, c'est quoi? C'est une énergie qui constitue la matière, la masse d'une chose, la matière, comme composée de particules élémentaires. Ouais. Mais comme tout se divise toujours, tout se divise toujours. Dès que j'ai une particule, cette particule se divise en deux particules. Et alors, il y en a une qui est de trop pour l'autre, de telle manière qu'il y a une relation qui s'instaure entre les deux particules, qui est une relation d'expulsion, tout en étant une relation d'attrait. Il y a à la fois entre deux particules qui constituent la réalité, parce qu'il faut bien constituer la réalité. Ce que je vois, disons, c'est quoi? Ce que je vois, cette table est pleine de vide. Pourquoi elle est vide? Parce que elle est constituée d'un espace dans lequel les deux particules se renvoient la balle, si on peut dire, l'une à l'autre. Et alors, donc, il dit que entre deux, que les deux particules qui se renvoient la balle, en ce sens qu'elles se divisent, elles se séparent, mais en même temps, elles doivent constituer la réalité, la masse, la matière, qu'on dit la matière. Mais c'est comme chez Héraclite. C'est comme chez Héraclite, les contraires sont en lutte les uns contre les autres. Vous vous souvenez, le chaud n'est chaud que si c'est du non chaud.
Donc une particule par rapport à l'autre doit toujours lutter, l'expulser. Et donc les physiciens disent qu'il y a, c'est comme deux particules élémentaires qui se renvoient. Il y a à l'intérieur de chaque particule encore une particule qui se renvoie l'une à l'autre comme un jeu, comme une balle qu'on se renverrait, là, comme une balle qu'on se renverrait, disons. Et alors, donc, deux particules se relient entre elles, parce que si elles sont séparées, il faut bien qu'elles se relient. Vous voyez, le double mouvement de séparation et d'union. C'est une dialectique déjà constitutive du réel. Et donc, la physique dit qu'il y a entre ces deux particules élémentaires une particule, le boson, qui serait comme cette balle que les deux particules se renvoient l'une à l'autre, pour rester en relation l'une à l'autre. Pour rester en relation entre les deux, parce que les deux n'ont d'autres... Ce qui les constitue, c'est leur séparation, c'est de se séparer, pardon, l'une de l'autre, mais en même temps, comme il faut s'unir, s'attirent en même temps. Bon, et donc, seulement, alors le physicien nous dit, voilà le boson, cette balle que se renvoient les deux particules. Oui, mais cette particule, à nouveau, elle peut se diviser en particules qui vont se renvoyer la balle l'une à l'autre. Et je peux aller ainsi à l'infini dans la division. Vous voyez ce que je veux dire? La division. Bon, peu importe si on ne saisit pas parfaitement ici, évidemment, nous ne sommes pas des physiciens. Je veux dire là-dessus. Ceci était un peu une petite parenthèse pour faire comprendre que nous sommes dans le monde de la division, qui est une multiplication, c'est-à-dire une séparation. C'est un monde, donc, où la division règne. Or, cela n'est pas possible. C'est pas possible. Et cette question a été posée déjà, vous vous en souvenez, par les présocratiques. Puisque pour les présocratiques, eux, ils avaient le constat d'un changement constant de toute chose. Et c'est pourquoi Héraclite a dit, bon, ben, si le chaud cesse d'être chaud, si tout change, à un certain moment, le chaud sera du non-chaud. Ça veut dire du non-chaud. Alors, comment vais-je expliquer l'unité du monde? Il faut que le chaud devienne chaud. Comment le chaud va-t-il rester chaud? Le chaud restera chaud s'il est la négation de ce qui le nie. C'est du non chaud, c'est du non froid, quoi, si vous voulez. Mais surtout, c'est le contraire, c'est le contraire, c'est le chaud et le non chaud. Le chaud et le froid, si vous voulez. Donc il faut, voyez, une lutte constante, voyez, un rapport. Il y a une relation qui est à la fois exclusion et union, et tout cela, cela ne peut s'expliquer qu'en vertu d'une énergie, d'une force, d'une force qui consiste à unir toujours. Et c'est pourquoi je vous avais cité Empédocle, et qui, de manière très cohérente, avait, en identifiant la nature à une force qui agit sans cesse, unit les éléments constitutifs de la nature, l'eau, la terre, le ciel, l'air, etc. Et donc, comme la force agit toujours, une fois que les éléments ont été unifiés, cette force ne va pas cesser d'agir, elle continue d'agir. Mais au lieu d'unifier, puisque tout est déjà unifié, elle va diviser. Elle va diviser. Et donc, il y aura une alternance entre ce qui unit et ce qui divise, entre le temps de la concorde, le temps de la discorde. Vous voyez, un éternel recommencement de toutes choses. Et c'est pourquoi les physiciens, n'est-ce pas, qui sont fâchés de voir que l'univers pourrait commencer avec un Big Bang, inventent un Big Crunch, qui reprend la logique d'Empédocle. Il y aurait donc un recommencement éternel de toutes choses. Vous saisissez un peu l'idée? C'est intéressant. Donc, là, comment? Ils n'ont rien inventé, en fait. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, les physiciens, à un certain moment, sont obligés de faire des hypothèses métaphysiques, quoi, dans le fond. Donc, pourquoi? Parce que, précisément, la mesure n'atteint pas l'être indivis des choses, voilà. Ce qui est au-delà de toute mesure.
l'immense, on peut dire, hein, au-delà de l'esprit mesurant. Ouais, et donc, donc c'est pourquoi Nicolas de Cluse, avec génie, va dire ce monde de la division, ce monde où donc tout est plus ou moins grand, n'est pas est inaccessible ne correspond pas à une vérité précise. Enfin, pas de vérité précise dans ce monde, quoi, non? Et donc, puisque tout est plus ou moins grand, eh bien, il va opposer ce monde où tout est plus ou moins à cette conception d'une grandeur qui soit telle qu'on ne peut pas concevoir qu'elle soit plus grande. Rien de plus grand. Et cet argument, vous vous souvenez, c'est un argument emprunté à saint Anselme, ce qu'on appelle l'argument ontologique. Ce que Kant appelait l'argument ontologique, à vrai dire, cet argument est logique et non ontologique. Parce que saint Anselme, lui, voulait prouver l'existence de Dieu en disant que il y a un être tel qu'on ne peut pas concevoir qu'il y en ait un plus grand. Et donc, ce qui est le plus grand est nécessairement ce qui est le plus parfait. Et ce qui est le plus parfait renferme toutes les perfections. Or, l'existence est une perfection. Et on ne peut pas concevoir un être tel qu'il serait à la fois parfait et qui n'existerait pas. Donc Dieu existe, puisque Dieu est défini comme ce qui est le plus grand. Voyez. Mais cet argument sera critiqué par saint Thomas d'Aquin et par Kant, comme étant un argument qui est valable logiquement, mais qui ne mord pas sur la réelle ontologiquement. Hein. Bon. Alors donc, Nicolas de Cluse, lui, en fait son affaire en disant que si ce monde doit être intelligible, il faut qu'il existe un maximum, je vais concevoir un maximum tel que rien ne puisse être plus grand. Hein. Donc, vous voyez la différence qu'il y a entre ce qui est grand de telle manière que je ne peux pas concevoir quelque chose de plus grand, et ce qui est grand de telle manière que je peux concevoir encore quelque chose de plus grand. Dans le monde de l'inégalité, je peux toujours concevoir quelque chose de plus grand. Dans le maximum est tel que je ne peux pas concevoir quelque chose de plus grand. Vous voyez l'idée de maximum. Et c'est ainsi qu'il va donc définir le maximum absolu comme l'indivision, c'est-à-dire comme l'un, puisque l'un, c'est l'indivisibilité même. Ouais. Et à partir de là, il va développer une philosophie de l'un avec une cohérence spectaculaire, si je puis dire, c'est-à-dire que tout est un. Tout est un. À partir de ce maximum, on va voir comment il va opposer le maximum absolu à ce qu'il appelle le maximum contracté. Le maximum absolu, donc, si vous voulez, c'est l'un, divinisé, si vous voulez, c'est Dieu. Et le maximum contracté, c'est la nature, c'est le monde, l'univers. Ouais. Or, tout est un. Le monde contracté aussi, c'est un. Le monde, la nature, c'est un maximum aussi, un maximum contracté. C'est-à-dire que le monde de la nature est un monde, donc on l'a vu, de la multiplicité, mais comment peut-on concevoir une multiplicité quand on affirme que tout est un? Eh bien, en disant que les parties qui composent un tout, qui constituent un tout, parce qu'il n'y a pas de tout sans partie, c'est ça? Eh bien, la réponse est dans cette relation que les parties sont à l'image du tout. Tout est un. Chaque partie est une. Donc, ouais, et c'est pourquoi le monde apparaît, la nature, l'univers, d'ailleurs, ce qui est tend vers l'un, tend vers l'un. Bon, on a donné
deux manières de comprendre ce mot univers, soit comme l'un qui va vers le multiple, ouais, ou le multiple qui va vers l'un. Ouais, c'est l'univers. Ouais. Donc, l'univers, c'est le maximum contracté, c'est-à-dire un maximum qui se retrouve dans les... C'est comme le tout qui se reflète dans les parties, hein, où l'un est partout. Chaque partie, vous avais-je dit, pour bien comprendre cela, doit être figurée comme un miroir, et plus précisément, la nature étant comme un miroir brisé dans une multiplicité d'éclats, hein, une multiplicité d'éclats de miroirs, quoi. Chaque éclat est un miroir. Et donc l'un se reflète dans chacun de ces éclats totalement, mais comme chaque éclat diffère de chaque éclat, puisqu'on est dans le monde de l'inégalité, hein, l'inégalité ici, c'est l'inégalité des proportions, l'inégalité quantifiable, voyez, des éclats mesurables comme étant plus ou moins grands, mais toujours un. Vous saisissez un peu tout ça? On retrouvera cette pensée chez Leibniz. Les monades de Leibniz sont aussi comme des miroirs. Leibniz, ce sont des unités. On va retrouver ça aussi chez Occam. Les mots sont des unités. Les mots qui renvoient, qui sont le reflet, enfin disons, qui sont constitutifs de la connaissance. Bon, ça c'est autre chose. Mais on retrouve aussi encore cette idée chez Démocrite, l'atomisme démocritéen. Toujours on retrouve le problème de l'un et du multiple. Et la solution au problème de l'un par rapport au multiple, comment, parce que vous comprenez, le problème de l'unité absolue de l'un, ce maximum qui est unique, c'est de savoir comment on peut justifier la multiplicité. Et donc, c'est le vrai problème. C'est le problème de tous les philosophes. C'est le problème d'Aristote, c'est le problème de Platon. C'est le problème de Démocrite, c'est le problème des présocratiques. C'est-à-dire comment cette multiplicité peut être intelligible en étant unifiée. Ça me permet je dois pouvoir émettre un jugement qui me permet d'identifier une réalité, quoi. Il faut que je puisse dire que Socrate est Socrate. Mais si le temps de dire Socrate a cessé d'être Socrate, si le temps de dire chaud, ce qui est chaud est devenu du non chaud, il faut bien que je ne peux plus rien dire, Voilà. Mes paroles sortant de ma bouche, le temps de rentrer dans votre oreille, a changé 1000 fois de sens, quoi. C'est extraordinaire. Donc il faut trouver un sens, la source de l'intelligibilité dans ce qui unifie, dans ce qui est unité. Ce qui unifie, n'est-ce pas, voilà ce qui est la source de l'intelligibilité. Parce que l'intelligibilité, c'est le jugement. Prédicat, copule, sujet, prédicat, copule, prédicat. Socrate est grand, Socrate est un homme, enfin bref. Oui, donc vous voyez, c'est le problème aussi de la connaissance qui se pose, mais qui a un fondement ici, soit dans les mathématiques, parce qu'elles vont nous servir de passer du fini à l'infini, comme on le verra, soit pour Platon, le fait que la multiplicité, c'est la multiplicité des idées unifiées par l'idée d'unité. Mais on a vu que le problème que ça pose à Platon, parce que si l'unité est la source du savoir, en ce sens qu'elle est la source de l'unification du savoir, qui me permet de prédiquer, d'émettre un jugement, parce que tout s'unifie, les prédicats au sujet, n'est-ce pas, les idées entre elles peuvent s'unifier. Je vous ai donné cet exemple, n'est-ce pas? Socrate est un homme parce qu'il participe à l'idée d'homme. Mais Socrate, en tant qu'individu, n'est qu'une ombre qui est condamnée à la ciguë, à disparaître dans les ténèbres de la caverne. Mais là, mais la vérité se trouve en dehors de la caverne. C'est l'homme, elle est dans l'humanité, dans l'idée, dans l'aédos, dans la forme, dans l'universel, le seul réellement réel. Mais donc, encore une fois, Aristote va dire non, la forme est dans Socrate,
qui est composée de matière et de forme. La substance, c'est cela la réalité. Elle est composée de forme et de matière, et la substance n'est pas universelle, elle est individuelle. C'est Socrate qui existe et c'est lui qu'on tue quand on lui fait boire la ciguë et non pas l'humanité. C'est intéressant. Bon. Donc, je dis là pourquoi? Parce que donc le maximum, hein, comme défini comme ce qui ne peut pas être plus grand, va permettre à Nicolas de Cuse de distinguer le maximum absolu du maximum contracté, de l'unité telle qu'elle est conçue en tant qu'indivisibilité en soi, ce à quoi on ne peut rien ajouter, donc l'unité, c'est ce à quoi on ne peut rien ajouter. Cette unité, eh bien, ce maximum qui est 1 est infini, c'est-à-dire illimité, au sens où il n'y a pas de limite, parce que si on lui ajoutait quelque chose, il serait ce quelque chose plus ce qui le limite, ce qui le détermine. L'unité, ça serait d'être indivisible. À l'unité s'ajouterait quelque chose. Et ce qui s'ajoute à quelque chose n'est plus le maximum absolu. N'est plus le maximum absolu, ce à quoi on peut ajouter quelque chose. N'est plus le maximum. C'est extraordinaire. Donc cette doctrine du maximum absolu comme unité continue, s'approfondit comme étant aussi infinité. Infini, non fini, non limité. Or, ce qui viendrait limiter le maximum, ce serait qu'on lui ajoutait quelque chose. Donc, ça en finirait avec son unité. Ajouter quelque chose au maximum, c'est inconcevable. C'est très intéressant, cette unité qui rejoint l'idée du Parménide de Platon, n'est-ce pas, cette 1 de la première hypothèse du Parménide, cette unité à laquelle on ne peut rien ajouter, qui ne peut pas être. L'un ne peut pas être, parce que l'être ajouterait quelque chose à l'un. L'un serait l'unité, l'indivisibilité en soi, plus quelque chose d'autre. Oui, il n'est pas possible qu'on ajoute quelque chose à ce qui est indivisible, parce que si on ajoutait quelque chose à l'unité, eh bien, l'unité serait 2. Il y aurait quelque chose de plus que l'unité. Il y aurait 1 plus quelque chose d'autre. C'est intéressant. Donc, l'indivisibilité, l'unité, l'infinité, le maximum de grandeur, tout cela va permettre à Nicolas vraiment d'établir cette notion d'infini, qui sera un infini actuel, par rapport à un infini potentiel. Qu'est-ce qui différencie l'infini actuel de l'infini potentiel? C'est-à-dire le maximum absolu du maximum contracté, c'est-à-dire donc l'un pur de la divinité, si vous voulez, et le monde multiple de la nature. Ce qui distingue donc l'infini actuel de l'infini potentiel, c'est que l'infini actuel est actuel en ce sens qu'il se définit comme ce à quoi on ne peut rien ajouter. C'est la perfection du maximum. Alors que l'infini potentiel, c'est ce à quoi on peut toujours ajouter quelque chose. Ajouter. N plus 1. C'est la loi du nombre. La loi du nombre, c'est le N plus 1, N plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, à l'infini. On peut aller à l'infini. Donc, comment relier ces deux infinis par l'idée de la transomption. Vous savez, la transomption, grâce aux mathématiques. Le monde de la nature est composé d'une multiplicité d'être, de pas d'être. Le mot être ici, c'est de trop. Pour le moment, on ne sait pas encore ce que c'est que de l'être. On est dans le reflet, dans le miroir, dans le reflet, dans l'unité sans l'être.
On est dans l'unité sans l'être. Parce que l'unité, vous en souvenez, ce n'est pas l'unité de l'être, de la substance, de l'étant, comme chez Aristote, dans l'aristotélisme. Ouais. L'unité platonicienne, voire néoplatonicienne, c'est l'indivisibilité en soi. Et l'indivisibilité en soi comme force, comme énergie. Vous comprenez, c'est ça pourquoi je parlais tout à l'heure de l'énergie des physiciens. L'énergie, n'est-ce pas, c'est ce qui fait que l'un nie tout ce qui le nie. Et l'un, c'est du non en un. C'est negatio negationis. L'un nie l'être, quoi. L'un nie tout ce qui sert à s'ajouter. Et c'est pourquoi je vous ai dit combien cela est actuel en vous citant Heidegger, qui reprend cette pensée dans son expression nichts, nichtet, quand le rien, le néant néantise. C'est extraordinaire, parce que cette unité ne peut rien accepter. Elle est au-delà de l'être, donc elle est non-être, elle est néant. Et ce néant néantise parce qu'il ne peut rien s'ajouter, on peut pas, c'est pas possible. Il n'y a même plus de retour possible, comme chez Hegel à la limite, ou même comme chez Plotin, où il y a un retour possible à cette unité originaire, n'est-ce pas, qui se serait dégradée dans le monde, et qui se reconstituerait par un retour sur soi de l'esprit comme constitutif de soi à travers une histoire de soi, comme chez Hegel. Donc ici, on est dans une chute verticale, dans le non-un, dans la division infinie, indéfinie, sans possibilité de retour, sans retour. Le néant néantise. Il faut éjecter sans cesse, éjecter. Le Dasein, n'est-ce pas, c'est un être qui est là, et dont le là est ce qui le représente le plus, si on peut pas une représentation, c'est-à-dire que là, c'est ce qui est vraiment ce qui reste de lui, n'est-ce pas, au terme d'une force, n'est-ce pas, qui s'est épuisée à le rejeter, quoi. C'est extraordinaire. Et d'ailleurs, vous retrouvez cette réalité comme intensité chez Spinoza. Spinoza, qu'on a tous, n'est-ce pas, l'effort de... Vous voyez qu'il y a une possibilité de tout... comprendre grâce à cette problématique. Donc le monde, la nature, la physis, l'univers, le cosmos, c'est une multiplicité et qui est l'un contracté. L'unité contractée, c'est-à-dire l'unité finie, si vous voulez. Finitisée, si on peut dire, dans chaque éclat du miroir, dans chaque monade. Le monde est constitué d'unité, d'une pluralité infinie d'unité. Voilà. C'est extraordinaire. Parce que, si vous voulez, il faut que... Qu'est-ce qui va me permettre de... parce que la division... Comment puis-je expliquer un monde qui se divise, sans tomber dans le chaos? Eh bien, en faisant de ce monde qui se divise une répétition, une multiplication de l'un qui se reflète, du reflet de l'un, plus ou moins fini, un reflet plus ou moins fini, où l'un se reflète totalement, comme le soleil se reflète dans l'eau, n'est-ce pas, dans une bassine d'eau, si vous voulez. C'est pas notre mot pour le moment. Mais, comment? Voilà, oui, c'est basque. Bon. Et donc, l'eau, n'est-ce pas, le soleil se reflète entièrement, n'est-ce pas? Et donc, mais il se reflète inégalement, n'est-ce pas, dans chaque vague ou dans chaque vasque, dans chaque réalité, qui est une. Mais qui est une comme reflet. Et non pas comme un effet réel qui aurait un être propre à soi, comme dans une philosophie de l'être, comme la philosophie, l'aristotélisme médiéval, pour lequel la réalité, l'effet, l'étant est réellement. Il n'est pas en train de s'épuiser en existant, c'est-à-dire en sortant de soi, éjecté hors de soi, parce que il est de trop pour la pureté de l'unité. C'est l'être qui est alors pour les aristotéliciens. Alors pour les aristotéliciens, en effet, l'unité en soi n'est rien, l'unité est toujours l'unité de l'être. C'est pourquoi l'unum et ens convertuntur. L'être et l'un sont convertibles.
L'un est et l'être est un. Ouais. C'est indétachable. Bon, ça fait partie de la philosophie des transcendantaux. On verra si je l'ai traité par ailleurs, mais on pourra y revenir. Donc, l'indivisibilité, la perfection du maximum comme unité, comme infini, et qui, contractée, se reflète de manière multiple, sans se diviser en tant qu'indivisible, mais en se répétant. Il se répète sans se diviser. Ouais. Ça vous rappelle une œuvre de Gilles Deleuze, Différence et répétition. Répétition et différence, d'ailleurs, je sais plus. Deleuze, qui est intéressant parce que la filiation de pensée avec Cuse passe par son maître, c'est celui avec qui il a fait sa thèse, qui était Gandillac. Gandillac, un spécialiste de Nicolas de Cuse et du néoplatonisme. Intéressant, oui. Ça, on voit comment tout cela se rejoint. Et donc le monde, l'univers, est une répétition, sans être une division de l'un. Ça, c'est une solution extraordinaire. Vous saisissez un peu cela? Il faut se familiariser un peu, vous réfléchirez un peu, vous reviendrez là-dessus. Mais une division, l'un est indivisible, il ne peut pas se diviser. Le monde multiple, si c'est une division, c'est un chaos, quoi. Et donc on ne peut pas vivre dans le chaos, ou alors comme ces physiciens qui cherchent la source de l'unification dans l'énergie, cette énergie là qui permet de rapprocher et d'éloigner. Comment est-ce qu'il peut se répéter alors, comment est-ce qu'il peut se répéter alors que techniquement il n'est qu'un? Eh bien, justement, ce qui se répète, c'est en tant qu'un, il se répète en tant que reflet dans un miroir. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est qu'un reflet. Nous sommes dans l'irréel, quoi. Nous ne sommes pas dans le réel. C'est le problème. C'est pourquoi je vous disais au début, le problème de Descartes, c'est de prouver qu'il existe quelque chose à la fin de ses méditations métaphysiques. Est-ce que les reflets ne seraient qu'une ombre, entre guillemets, dans la caverne de Platon? On pourrait dire cela dans la mesure où, mais il faudrait plutôt, pour rester plus cohérent avec la pensée de Nicolas de Cuse, il faudrait dire que l'un, dans chaque miroir, dans chaque éclat de ce miroir brisé, se reflète en se répétant, parce qu'il ne peut pas se diviser en tant qu'un, car il est l'indivisible absolu, et il est vraiment un reflet, et c'est pourquoi Nicolas de Cuse a déjà parlé dans un de ses opuscules d'un monde comme étant un jeu de miroir, vous savez, un palais des glaces, quoi. Ouais. Vous rentrez là-dedans, ah bah tiens, vous retrouvez multiplié, quoi, mais en étant toujours vous-même. Ouais, je crois que l'image est parfaite. Ouais, parce que l'un est toujours l'un, indivisible, ouais. Mais le problème, c'est que ce n'est pas l'unité de l'être, c'est une unité en soi. C'est pourquoi ce n'est qu'un reflet et non un effet. C'est pourquoi il ne s'agit pas d'une multiplicité de réalités qui sont véritablement, avec leur acte d'être où chaque chose, chaque être est réellement. Et n'est pas un autre, quoi. En plus de ça, vous voyez, on n'est pas des clones, quoi. Vous voyez, on n'est pas clonés. Là, on peut parler de clones aussi. Vous voyez, on peut dire cela. Donc, les êtres sont multiples et sont tous ne sont pas que des reflets. Vous voyez, ce sont des effets dont le mystère d'ailleurs est le fait qu'ils soient. Vous voyez, qu'ils soient. C'est le mystère de l'être. C'est une autre manière de réfléchir là qui est plus aristotélicienne. Bon, je reviens donc sur ce monde, n'est-ce pas, de cet univers, c'est ce maximum contracté, le monde de la nature. Ce monde du plus ou moins, ce monde inégal, et cependant qui n'est pas une division, mais une répétition. C'est comme un miroir brisé dont les éclats
reflète cette unité pure et nue, mais qui est sans lettres. Sans lettres. Ouais. Alors, on va essayer maintenant de revoir tout cela dans le texte. Comme ça, on verra si j'ai déraillé, quoi. Ou si j'ai inventé une autre philosophie, celle de Nicolas de Cluse, quoi. Je vais essayer de faire attention, quoi.